let's go. Alors oui, il y a beaucoup de modélisations possibles qui reposent toujours, et j'insiste, sur le triptyque un pôle proposition de valeur, un pôle création de cette valeur, on va dire architecture de la valeur, et un pôle bilan économique, enfin bilan en termes de rentabilité du modèle. Le plus connu, c'est Canvas. Pendant sa thèse, Osterwalder, un Suisse, a proposé le business model model, ce qui est celui qui est très utilisé par les entreprises. Effectivement, il est très fonctionnel. On voit bien ces trois pôles, avec donc les cases qui détaillent l'architecture de la valeur. Alors, ils la mettent à gauche, parfois on la met à droite, au nord-ouest, on va dire, en haut à gauche, les cases qui détaillent la proposition de valeur, et en bas, ce qu'on appelle l'équation de profit, quoi. Les gens qui se disent mais à quoi ça sert la stratégie, le management et les modélisations, encore une fois, ça n'est pas des réponses, c'est des supports à la réflexion. Et c'est même plus que ça, c'est premièrement ne pas oublier un truc important. On oublie tous des trucs importants si on ne prend pas soin d'utiliser des modèles qui nous disent voilà. Les modèles de porteurs, c'est souvent ça, c'est dit on a tendance à oublier ça, on a tendance à oublier ça. On oublie tous des trucs importants, c'est normal, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais c'est normal. Et puis deuxièmement, à faire les liens entre les différents éléments qu'il ne faut pas oublier. Donc ça sert juste à ça. Donc le canvas, très bien. Les partenaires, les activités, les ressources, la proposition de valeur et la manière dont on la délivre, la segmentation client, les canaux, distribution, de communication, structure de coûts et flux de revenus. C'est aussi le gros intérêt, c'est qu'une fois que vous commencez à remplir ces cases, vous discutez avec vos collègues et vous enrichissez, etc. Donc c'est aussi un support à la réflexion collective. Et je reviendrai après sur l'utilisation dynamique. Je vous avais dit, je travaille aussi avec Vanessa Vernier et Xavier Lecoq. Ils ont travaillé aussi avec Benoît 2000 et d'autres collègues sur un autre type de modèle que je vous ai proposé, qui s'appelle le modèle RCOV, ressources, compétences. Donc eux mettent les ressources et compétences qui est très très adapté à l'agriculture urbaine au tout début. De toute façon, un projet d'agriculture urbaine, il part d'êtres humains et d'un contexte. Donc de compétences et de ressources localisées. J'ai un désir d'entrepreneuriat dans un domaine, j'aimerais bien faire ce genre de choses et je me rends compte, les deux interagissent, c'est pas forcément dans cet endroit-là, c'est peut-être dans l'autre sens. Je vois qu'il y a la possibilité de faire quelque chose. Ça a fait naître un projet et je me rends compte que je pourrais faire ceci, cela, et puis que j'ai des copines ou des copains qui pourraient être embarqués, et puis qu'ils ont ces compétences-là aussi, et qu'on pourrait faire un truc bien ensemble. On fait un truc bien ensemble, d'accord, mais pour qui ? C'est la proposition de valeur. Je me rends bien compte que c'est pas pour nos beaux yeux qu'on va nous autoriser à exister, c'est parce qu'on va proposer quelque chose à des acteurs et qui vont nous donner quelque chose en échange. Et puis ensuite, il va falloir organiser tout ça pour la délivrer, cette valeur. Une fois qu'on a identifié ce qu'on pouvait proposer comme valeur, et ensuite on est plutôt dans la gestion aux sciences traditionnelles. Qu'est-ce que l'architecture de la valeur nous coûte, volume et structure de coûts, et comment je vais pouvoir obtenir quelque chose à partir de la valeur que j'ai proposée à différentes parties prenantes. Et à la fin, il y a un bilan de trésorerie qui doit être équilibré au minimum. Donc c'est une autre façon d'aborder les choses qui est très centrée sur les ressources et compétences, et je crois que c'est particulièrement adapté à l'agriculture urbaine, avec encore une fois une dimension ultra spécifique, ultra contextualisée des ressources et compétences. Ça dépend de qui et de où. Ça dépend des immeubles qui y a à côté, ça dépend de la qualité du terrain, ça dépend de la couleur politique de la mairie, ça dépend des études qu'ont fait les actrices et les acteurs du projet, etc., etc. Moi, même ce que je vous conseillerais, c'est si vous voulez utiliser le raisonnement en termes de business model, à la limite justement, allez voir les différents sur Internet façons de représenter les choses qui sont proposées, et vous allez probablement en trouver une qui est plus adaptée à votre projet. Donc non seulement les business models s'adaptent à n'importe quel type de projet, mais en plus, la différente façon de les formaliser sera plus ou moins adaptée à votre contexte particulier. Il faut juste retenir plutôt les concepts clés, la manière dont ils s'articulent. Et en pratique, comment est-ce qu'on mobilise ces différents outils de modèles économiques ? Très souvent, c'est intéressant au début de la création d'une activité ou le développement d'une nouvelle activité dans une entreprise de poser les choses. Mais après, on l'utilise de manière dynamique, c'est vraiment un modèle économique, c'est évolutif. Des nouvelles idées de proposition de valeur nous viennent, mais pourquoi aussi ? Parce que par exemple on a obtenu des nouvelles ressources, ou parce que quelqu'un est arrivé avec des nouvelles compétences. Donc en fait tout ça interagit en permanence, et c'est intéressant en fait que dans le bureau que vous partagez, ou le local, sur un tableau, à la limite, il y a ça, et puis qui nous servent tous de support à la réflexion en permanence. Donc ça, c'est un peu l'idée générale. Alors, si on veut séquencer un peu les choses de façon simpliste, on commence par délimiter le périmètre d'activité, le projet, les ressources et les compétences. C'est un peu l'idée du modèle RCOV, parce que malgré tout, au départ, on part bien de gens et un lieu. Identifier toutes les parties prenantes. Donc ça suppose d'avoir réfléchi à ce que je vais proposer, à des cibles éventuelles, même si ce n'est pas ma proposition première.
identifier la manière dont ces parties prenantes sont touchées, positivement, voire négativement. Si vous gênez certains voisins, si vous créez des nuisances, il ne faut surtout pas cacher la poussière sous le tapis. Il faut aussi aller les voir et voir comment ce coût-là peut être compensé par autre chose éventuellement, etc. Réduit. Voilà, les parties prenantes, aller travailler avec elles, leur demander dans quelle mesure elles pensent pouvoir apporter ou ne pas trop décourager mon activité. Et donc réfléchir à ces interactions avec les parties prenantes pour revenir ensuite sur la notion, et donc je vais vous montrer un modèle un peu circulaire qu'on mettra sur le site. Donc au départ on a des ressources, mais nos activités, notre proposition de valeur et notre création d'activités va permettre de générer des nouvelles ressources, souvent, soit parce qu'on obtient de l'argent et que, si vous voulez, on achète des ressources, mais soit parce qu'on va aussi pouvoir mobiliser des parties prenantes qui en ont. Par exemple, si vous avez un voisin qui a un peu de temps, qui est informaticien, peut-être qu'il va gérer votre site informatique à titre gratuit. Par exemple, vous avez des gens qui sont des voisins ou des gens un peu militants qui peuvent venir sur les coups de bourre vous donner un coup de main, ou vous pouvez mobiliser des clients sur la cueillette, etc. Donc tout ça, c'est des nouvelles ressources. Et puis, à chaque étape, mais en ayant une vision un peu prospective, on fait le bilan des ressources et compétences nécessaires, des coûts générés et des flux de revenus. Ce sur quoi je voudrais insister dans le cas de l'agriculture urbaine, c'est d'avoir bien conscience du fait qu'une ressource qu'on obtient gratuitement, c'est aussi intéressant qu'une ressource qu'on achète. Alors on va dire peut-être pas forcément en termes d'autonomie, mais ça se discute. Si vous n'avez pas d'emprunt dessus, ça dépend. Enfin, la question de la pérennité de la ressource n'est pas forcément liée au fait que vous l'ayez acheté ou pas, quoi. Moi, de ce que j'observe des projets, c'est parfois ce raisonnement est pas toujours poussé assez loin, mais c'est obtenir les moyens de son activité sans avoir à l'acheter, c'est un moyen de rentabiliser son business model. Après, on pourra éventuellement discuter de l'indépendance, de l'autonomie, etc. C'est vrai que c'est un sujet, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer sur cette possibilité a priori. Donc, voir tout ça de façon systémique, de façon globale. Les composantes sont en interaction, je l'ai dit, une nouvelle personne, c'est des nouvelles compétences, c'est des nouvelles opportunités d'activité, c'est peut-être des nouveaux liens aussi, des nouveaux réseaux qu'on va pouvoir mobiliser, qui vont nous apporter eux-mêmes des nouvelles ressources, etc., etc. Et tout ça, c'est très simple, mais c'est juste qu'il faut bien le poser. Et en pratique, ce qui manque souvent, c'est d'avoir fait un peu le tour. C'est-à-dire qu'on oublie des choses possibles, on oublie que ça pourrait servir à ça, etc., etc. Et donc une vision dynamique, dès qu'un des éléments, une personne part, une personne arrive, je l'ai dit, mais quelque chose se passe dans la ville, une nouvelle route est ouverte, au contraire, il y a des travaux, etc. Dès qu'il se passe quelque chose, ça vient bousculer le business model, et donc il faut réfléchir à la manière dont ça impacte toutes les composantes du business model. Et donc je vous proposerai un schéma dans lequel on part des ressources initiales, un peu à la manière de la représentation RCOV. On part des ressources initiales avec un projet, un foncier, il y a forcément un minimum de foncier, même si c'est dans des bureaux, même si c'est sur un toit, des finances, de la technologie, de la main-d'œuvre, des compétences. À partir de là, on se dit quelle valeur je peux créer, quelles activités je peux créer, qui sont les bénéficiaires de cette valeur. Et de manière prospective, une fois que j'aurai créé cette activité et que j'aurai donc apporté cette valeur à ces parties prenantes, je devrais pouvoir dégager des nouvelles ressources et compétences qui me permettront de réalimenter, donc d'enrichir, de compléter ma proposition de valeur et de toucher des nouvelles parties prenantes. Donc on est vraiment dans quelque chose de dynamique et de circulaire.